Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Quand on entend parler de l'exportation d'un savoir-faire français d'exception à l'étranger, on ressent évidemment toujours un sentiment de fierté. Et quand ce savoir-faire inscrit dans la construction de l'immobilier de demain est porté par un dirigeant jeune et visiblement habité par sa mission, nous mesurons notre chance. Ce dirigeant, c'est Marc Lafont, président exécutif de WO2. À l'occasion du CIPCA, il partage avec nous au micro une nouvelle qui fait sens, le développement d'un programme de plus de 55 000 m² sur le plateau de Kirchberg, le premier quartier d'affaires luxembourgeois. Il s'agit là du premier projet à l'international pour WO2, spécialisé, je le rappelle, dans la promotion immobilière à très haute performance environnementale, et créé en 2014 par Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic. Marc Lafont, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. WO2 vient d'annoncer le développement futur de son premier programme bas carbone à l'international. Il s'agit d'un quartier d'affaires luxembourgeois. Rien n'est anodin en fait dans cette annonce puisqu'il s'agit d'un siège d'entreprise, c'est déjà important. Ensuite, c'est celui de KPMG Luxembourg, autre annonce intéressante. Et enfin, c'est là votre premier programme à l'international. C'est une très belle annonce pour le tout jeune et récent président de WO2 que vous êtes. Oui. Non, c'est une très belle annonce. On est très content d'avoir remporté ce projet au Luxembourg. C'est en effet sur un programme qui fait un peu plus de 55 000 m², dont les 2/3 qui vont accueillir le futur siège de KPMG Luxembourg. On est très content puisque c'est la démonstration que les 10 ans de R&D qu'on a fait en France, tout le travail qu'on a fait à la fois technique et de mise au point d'un produit bureau radicalement différent des standards de marché à la fois en France et apparemment aussi à l'international, c'est la preuve que ça porte, qu'on arrive à trouver écho même en dehors de nos frontières. Oui, vous venez de le dire, il s'agit d'un programme très important et d'ampleur, de plus de 55 000 m². Vous annoncez dans votre communiqué que l'essentiel des matériaux utilisés sera biosourcé ou issu du réemploi. La filière du réemploi est-elle bien développée déjà au Luxembourg par comparaison par exemple à la France ? Alors, le Luxembourg, comme l'ensemble des pays européens, est très attentive à l'empreinte carbone de ce qu'ils construisent. Donc évidemment, le premier levier de la construction bas carbone, c'est le réemploi. C'est arriver à réutiliser, réemployer, si possible sur site, le carbone amorti. Donc évidemment, de ce point de vue-là, au Luxembourg comme en France, la filière est assez établie. Par contre, le Luxembourg est un pays qui a des frontières très poreuses avec ses voisins, la Belgique, la France. Et donc, est-ce que ce seront des acteurs français, luxembourgeois ou belges ? C'est un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que sur ce projet, les compétences seront probablement transfrontalières. C'est d'ailleurs là toute la beauté du projet, en fait. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi pour ça que nous, on est très contents d'aller au Luxembourg. C'est pour pouvoir travailler avec des Belges. Donc il y a BPI, notre partenaire avec lequel on va pouvoir travailler. Pouvoir travailler avec KPMG Luxembourg, c'est aussi parfaitement comprendre et adresser le problème la question de l'évolution des usages et des espaces de travail pour cette société-là et arriver à apporter tout notre savoir-faire sur les bureaux de demain pour cette société luxembourgeoise. Donc on est très content de voir comment est-ce que le boulot qu'on a fait peut servir le marché luxembourgeois, le marché belge, et puis si possible, d'autres marchés un jour. Et quelle est la proportion en fait du réemploi dans une construction comme celle-là ? Alors, c'est extrêmement compliqué à généraliser puisque le réemploi dépend par définition du carbone amorti que vous avez sur site et de l'état du site sur lequel vous vous trouvez. Ce qui est certain, c'est que le béton et l'acier sont des matériaux qui sont extrêmement carbonés et quand vous les avez sur un site, il faut au maximum les réemployer, les réutiliser. Ensuite, les projets sont très différents. Par exemple, en ce qui concerne 2 projets WO2 qu'on a actuellement en travaux, si je comparais l'empreinte carbone et le réemploi sur un ensemble immobilier comme Marcadet, donc un de nos projets de 31 000 m² dans le 18e arrondissement, où on a réussi à conserver toute une dalle existante à 12 mètres de haut et à la surélever en bois, évidemment le réemploi et la réutilisation des matériaux existants a une place qui est bien plus prégnante que sur d'autres projets sur lesquels en fait on est arrivé sur des terrains qui étaient quasiment en friche. Et là le sujet c'est moins le réemploi que l'utilisation de matériaux bas carbone pour construire. Et là, vous me voyez venir, le bois est extrêmement bon élève évidemment parce que c'est le seul matériau qui permet de stocker du carbone plutôt que d'en émettre.
Et qui a des qualités constructives également. Et qui a tout un tas de qualités constructives. Le bois, c'est un matériau qui est extraordinaire, à la fois pendant la phase de construction et derrière pendant la phase d'exploitation. Pendant la phase de construction, puisque c'est un matériau qui permet d'avoir des chantiers qui ne sont que des chantiers d'assemblage en ce qui concerne la phase de gros œuvres. Et donc, ça veut dire moins de nuisances, moins de flux camions. C'est-à-dire que vous pouvez mettre beaucoup plus de bois sur un camion que de béton dans une toupie béton. Donc vous divisez les flux de chantier par un facteur 6 à 8. Plus de rapidité aussi ? Plus de rapidité, exactement. On va à peu près 2 fois plus vite pendant la phase de gros œuvres. Derrière, les façades aussi arrivent déjà montées. Donc les façades s'intègrent dans ce chantier d'assemblage. Donc c'est des techniques constructives qui sont radicalement différentes de ce qu'on fait traditionnellement, mais très adaptées au milieu contraint. Au milieu dense, lorsque vous êtes dans la ville et que vous devez construire la ville sur la ville, vous avez souvent des riverains. Vous avez souvent des gens qui doivent continuer à habiter un quartier. Et là, la question des nuisances de chantier, des flux de chantier et de la durée du chantier est une question qui est absolument essentielle pour réconcilier les Français et les grues. Oui. Et puis une fois que votre bâtiment est là, un bâtiment bois, c'est quand même pas la même chose qu'un bâtiment traditionnel. Si vous arrivez, et c'est là-dessus aussi qu'on a bossé pendant 10 ans, à garder du bois apparent, vous offrez à vos utilisateurs une qualité d'usage et une qualité d'espace de travail lorsqu'il s'agit de bureaux qui est absolument inégalée. Le bois omniprésent, ça veut dire dans un premier temps un nouveau rapport à la nature, un nouveau rapport à l'espace de travail. Ça veut dire une odeur qui est différente, qui est très agréable. Ça veut dire une acoustique qui est exceptionnelle, un sentiment de volume. Et tout ça, c'est le fruit de 9 ans de boulot. Et c'est ça qui nous a permis finalement d'arriver à emporter la conviction chez nos amis luxembourgeois, mais j'espère dans d'autres capitales européennes demain. Et je me permets d'ajouter un effet prouvé sur la santé des utilisateurs aussi. Mais vous faites bien de le souligner. On a réuni près de 70 publications scientifiques, donc des publications dans des revues à comité de lecture, donc de la vraie science, parce qu'on voulait essayer d'objectiver ce qu'on intuitait. On intuitait que être dans des environnements naturels, et notamment entourés de bois, ça avait un impact bénéfique sur la santé. On se sent bien dans nos immeubles, l'acoustique est particulière, je le disais, l'odeur est particulière, etc. Mais tout ça, c'était du ressenti et on voulait réussir à l'objectiver. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques qui permettaient de documenter l'impact du bois massif et finalement de la nature sur l'être humain. Ça s'appelle la biophilie. Le fait que l'homme est dans des meilleures conditions physiologiques lorsqu'il est dans un environnement où la nature est omniprésente. Et donc on a réuni ces publications qui sont américaines, japonaises, chinoises, autrichiennes, scandinaves, et qui démontrent que lorsque les gens évoluent dans des environnements bois, il y a par exemple une baisse du rythme cardiaque, une baisse de la pression artérielle, une augmentation du temps de sommeil profond, lorsque les gens sont chez eux, évidemment, et une réduction du stress. Donc tout ça, ça montre que finalement, évoluer dans un environnement bois, c'est pas que un bel objet technique et bas carbone, c'est aussi des espaces de travail, une qualité de bâtiment qui aujourd'hui est exceptionnelle. Petit point d'humour qui au fond n'en est pas, il suffit d'ajouter le chien et le chat et là le tour est joué. Ouais. Alors ça se fait de plus en plus dans les immeubles de bureaux. Oui. C'est le choix de chaque entreprise. Voilà. Je ne me prononcerai pas sur est-ce que nos bâtiments sont particulièrement bien pour les chiens et les chats. En tout cas, ils sont les bienvenus, j'ai pas de problème. Retournons au projet luxembourgeois. Du côté des labels, vous visez le label LCBI. À quoi correspond ce label, sachant que nos auditeurs sont français et qu'ils connaissent les labels BBCA et d'autres, mais LCBI peut-être moins. Alors oui, LCBI, c'est une initiative qui est portée par l'association BBCA et par le label BBCA. LCBI, parce que quand vous allez à la conquête de l'Europe, c'est toujours mieux quand même d'avoir un nom anglais, donc Low Carbon chic, Building Initiative. Voilà. Moi, je suis française. Je suis d'accord avec vous. Donc LCBI, c'est cette initiative qui est portée par l'association BBCA. Ça a vocation à établir des standards au niveau européen en ce qui concerne le calcul de l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments, à la fois la construction, la construction des matériaux, la construction du chantier, l'exploitation des immeubles et la fin de vie. Aujourd'hui, il n'existe pas de standard européen. Il y a 1001 manières de calculer le carbone, et d'ailleurs plusieurs pays ne le calculent pas. Donc l'idée, c'était d'uniformiser, de proposer une méthode de calcul qui puisse finalement fédérer l'ensemble des acteurs européens. Ça permettra, à mon avis, d'établir des nouveaux standards, de montrer des feuilles de route aussi pour les promoteurs, pour les aménageurs, pour les élus locaux des différents pays,
Et donc l'association BBCA, qui en fait a fait ce travail en France depuis la création de l'association en 2014, va devoir porter ça maintenant au niveau européen avec cette initiative. Oui, une initiative que je suppose vous appelez de vos voeux, en fait, pour pouvoir aussi travailler plus simplement. Alors, qu'on appelle de nos voeux dans un premier temps, parce que je pense que c'est une bonne initiative pour la planète. Oui. Je pense que le sujet de l'empreinte carbone est un sujet dont on parle beaucoup dans ce salon. La totalité de la profession va vous parler de l'empreinte carbone de la construction. Il faut savoir que c'est très récent. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, on ne parlait pas autant de carbone dans la construction. On parlait d'économie d'énergie à l'époque, mais pas de carbone. Et donc, c'est une lame de fond, mais qui est récente en France et qui, dans d'autres pays, est encore plus récente. Donc, je pense que cette initiative et réussir finalement à établir des standards à l'échelle européenne, le fait de le calculer va permettre de l'optimiser. On ne peut pas optimiser ce qu'on ne mesure pas. Donc ça, je pense que c'est la première raison pour laquelle on appelle de nos voeux cette initiative. La deuxième raison, évidemment, c'est qu'elle permet à des acteurs qui sont engagés sur le bas carbone, qui ont fait de la recherche et du développement pour réussir à sortir des modes de construction traditionnels pour aller vers des modes de construction bas carbone, ça leur permet évidemment de tirer leur épingle du jeu. Nous, capitaliser sur le travail, c'est pas indécent. Exactement. Donc, et nous, c'est le cas. La R&D, c'est un sujet qui est absolument central chez nous. Il y a Laurent Petit qui donnait une conférence ici, qui est le patron d'ingénierie chez nous, il y a 2 jours sur le sujet. La recherche qu'on a fait sur les sujets acoustiques, sur les sujets de sécurité incendie, sur les sujets de méthodes constructives liées aux matériaux bois, c'est ce qui nous donne aujourd'hui notre longueur d'avance et on est très content de pouvoir utiliser cette longueur d'avance à l'international, bien sûr. Oui. Justement, en ce moment, WO2 développe plus de 300 000 m² de bureaux ultra bas carbone en région parisienne. Vous développez le projet luxembourgeois fort de cette expérience. La réalité du terrain luxembourgeois va-t-elle vous permettre aussi de développer quelques compétences supplémentaires ? Je pense qu'en effet, ça sera pas à sens unique. On va très probablement apprendre des choses en travaillant avec des acteurs qui sont pas sur les mêmes standards de marché. D'autant plus que l'immobilier d'entreprise en France est une industrie qui est extrêmement intermédiaire et extrêmement normée. C'est ce qui explique que quand même il n'y a rien qui ressemble plus à un immeuble de bureau qu'un autre immeuble de bureau en ce qui concerne l'intérieur. Donc nous, on a beaucoup travaillé pour sortir de ces standards de marché, pour proposer des immeubles qui ne soient pas le fruit finalement de labels, de certifications, de programmes, de recherche de pseudo-flexibilité, pour que les immeubles qu'on propose soient le fruit de nos convictions. Et donc nos convictions, on va les porter au Luxembourg, mais je pense qu'on va revenir du Luxembourg avec peut-être des convictions nouvelles qu'on pourra développer sur nos projets en France. Et puis la fierté de voir que la France est leader de la production de bâtiments ultra bas carbone aussi. Oui, je pense que Cocorico, en effet. Il faut le dire. Je ne sais pas si on est leader. Ce qui est sûr, c'est que la France a une position qui, à mon avis, est une position assez innovante sur le sujet, notamment et en ancrée ce qui concerne, aussi. Ancrée et innovante, notamment en ce qui concerne l'évolution du cadre réglementaire. Je crois que le passage de la RT 2012 à la RE 2020, le passage du kilowattheure au mètre carré au CO2 au mètre carré est une assez belle démonstration de ça. Ça montre qu'en France, il y a du courage politique dans un premier temps qui peut s'exprimer par ces prises de position sur... on va encadrer l'empreinte carbone de ce qui se fait et ça va aussi permettre à l'industrie d'accélérer sa transformation. Et ça montre, à mon avis, que sur certains sujets, peut-être en effet, on peut s'exporter, on peut exporter des bonnes pratiques qu'on a ici. Ouais. Dernière question, avez-vous des ambitions à l'international ? Alors, on va dans un premier temps bien stabiliser la France. Oui. Dans un second temps, en effet, je pense qu'aller dans des capitales européennes, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est quelque chose pour lequel on est sollicité aussi, parce que je pense que le travail qu'on a fait ici, la qualité de nos immeubles en France, en Île-de-France, et le fait qu'on soit sur vraiment des objets emblématiques en France, fait qu'il y a un certain retentissement à l'international. On a eu un prix anglais il y a quelques mois. Là, on est sur un projet au Luxembourg, donc on trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'un jour, on sera partout dans le monde peut-être ? En tout cas, la France dans un premier temps, l'Europe dans un second, ça me paraît déjà être une feuille de route qui est bien. Un grand merci. Je vous en prie.